Oui, on peut dire que François Bayrou a raté sa prestation hier soir parce que justement, en fait, il n'a pas réussi à élargir son socle, notamment parlementaire et dans l'opinion publique. Sa stratégie était effectivement, c'est ce qu'a dit Elliott tout à l'heure, c'est qu'il a mis dos au mur, finalement, renvoyer les partis de gouvernement, donc les députés qui seraient responsables et les députés qui sont irresponsables, en espérant susciter un raccrochement du Parti socialiste au camp de ce que lui appelle les responsables. La difficulté, c'est que les signaux qu'il a donnés à titre personnel sur le Rassemblement national et sur les députés du Parti socialiste, en disant qu'ils étaient des irresponsables, qu'ils étaient en vacances, etc., en se noyant un petit peu dans cette communication, ne leur donnera pas envie, finalement, de le sauver le 8 septembre. Pourtant, il y croit encore, manifestement. Exactement. Et ensuite, après, lui, le deuxième pari qu'il fait, donc ça, c'est de placer au niveau parlementaire. Mais le deuxième pari, c'est de prendre l'opinion publique à témoin pour pouvoir justement expliquer que lui est une personnalité du camp de la raison qui a posé un bon diagnostic, parce qu'il faut dire quand même que le diagnostic que pose François Bayrou sur les finances publiques est un diagnostic juste, est un diagnostic qui est réel, qui est fondé avec des chiffres, mais que justement, pour prendre l'opinion publique à témoin, il faut que vous ayez un certain soutien dans l'opinion publique. Or, François Bayrou est le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République et son socle d'opinion favorable est très faible, y compris même au sein des électeurs républicains. Pour vous donner un chiffre, notamment le dernier sondage ELAB, 58% des électeurs républicains veulent le départ de François Bayrou et même 36% des électeurs du socle commun, enfin du bloc central, pardon, donc de Renaissance, Horizon, Modem, etc. Donc même au sein de son camp, il est contesté. Donc c'est difficile de prendre l'opinion publique à témoin, comme par exemple ça a pu faire ce qu'a pu faire par exemple Nicolas Sarkozy avant 2007 en disant je prends l'opinion publique à témoin sur les questions de sécurité, sur les questions liées aux banlieues, en disant je joue le peuple contre les élites parce qu'il avait un soutien sur ces questions-là, ou même ce qu'a fait François Hollande en 2012 en disant je joue le peuple contre les élites, notamment financières, lorsqu'il avait dit la finance c'est mon ennemi. Mais à ce moment-là, François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient des Français qui étaient d'accord avec eux sur ces positions-là. Or là, aujourd'hui, François Bayrou est impopulaire auprès de l'opinion publique. Donc c'est difficile de jouer l'opinion publique contre les élites lorsqu'on est impopulaire dans l'opinion publique. Alors, il essaie de jouer l'opinion publique. On sait qu'une partie de son électorat, enfin en tout cas de l'électorat du... En fait, François Bayrou, comme je disais tout à l'heure, a raison sur le diagnostic, mais il se trompe sur la méthode. Et sur la méthode, notamment, là, il a besoin... Si on prend, en fait, il a sollicité un vote de confiance. Donc, si l'on hiérarchise en fait les priorités en termes de partis politiques qu'il a besoin dont il a besoin d'obtenir à minima l'abstention ou un vote favorable, c'est d'abord le Parti socialiste. Et puis d'abord pendant le Rassemblement national, puis ensuite le Parti socialiste, et puis après éventuellement les Verts. Mais les Verts ne comptent pas nécessairement parce que dans l'équation parlementaire, ils ont assez peu de députés. Or, le problème, c'est que par rapport au Rassemblement national et par rapport au Parti socialiste, c'est la même chose. C'est qu'en fait, il a déjà passé des accords politiques avec eux. On se souvient de l'accord de non-censure avec le Parti socialiste il y a quelques mois, en février dernier, pour faire passer le budget qu'il avait proposé pour le PLF donc 2025. À la condition justement du respect du conclave des retraites. Or, le problème, c'est que le Parti socialiste se sent, pardonnez-moi l'expression, un peu floué des résultats du conclave sur les retraites. Et donc, ils se disent, mais François Bayrou n'a pas tenu sa parole sur son premier accord avec nous, pourquoi le tiendrait-il dans un accord prochain? De la même façon, il avait passé une sorte d'accord politique avec le Rassemblement national parce qu'il y avait une proximité sur certains thèmes, notamment sur la question de la proportionnelle. Et aujourd'hui, il n'y a pas de projet de loi du gouvernement sur la proportionnelle. Et donc aussi, le Rassemblement national peut légitimement se sentir floué, si je reprends cette expression, de ce qu'a fait François Bayrou sur son précédent accord. Donc si vous n'avez pas de marge de négociation et qu'en plus de ça, les acteurs avec lesquels vous devez négocier ne vous font pas confiance, c'est très compliqué d'élargir du coup votre socle à l'Assemblée nationale. Et donc c'est pour cela qu'indubitablement, il devrait être censuré dans quelques jours, quoi. Dans quelques minutes. Et pas bonne du tout sur beaucoup d'indicateurs. Un déficit public record, un déficit commercial également très important, le fait que les Français, avec un niveau d'impôt important et des niveaux de dépenses publiques importants, et le fait que les Français ne veulent pas augmenter les impôts, que donc il faille baisser les dépenses. Mais il a aussi quand même en héritage du bilan d'Emmanuel Macron, on avait travaillé dessus, sur sa politique économique, un point fort quand même qui était l'attractivité. Notamment l'attractivité pour soutenir une politique d'offres. L'ensemble des baromètres EY montraient que la France était devenue un environnement d'affaires un peu plus important depuis le Brexit. Or, le problème, c'est que la crise politique, et je terminerai dessus, crise politique avec une post-dissolution a cassé cette idée, ça peut casser en tout cas abîmer ce point positif de la politique d'Emmanuel Macron qui était justement l'attractivité, puisque par manque de stabilité et de lisibilité sur l'avenir. Juste avant d'écouter François Bayrou, l'essentiel de l'actualité à 14h30 avec Florence Thiel.
L'une des informations. Exactement. Et la difficulté, c'est qu'on peut, il peut jouer cette carte de l'opinion publique contre, face au mur de la dette, contre les députés qui sont irresponsables. Mais la problématique de fond, c'est quand même l'avenir du pays. Et c'est difficile aujourd'hui de faire un coup de poker avec tous les risques qu'on a illustrés sur les risques économiques, d'instabilité, etc., sur les entreprises, et donc de jouer avec l'avenir du pays. C'est ça qui aussi lui est reproché par une partie des oppositions, à tort ou à raison, mais c'est aussi le message quand on est français. Parce que et peut-être même aussi des patrons, parce qu'il a quand même... Et même des chefs d'entreprise, bien sûr. Déclaré le feu dès la rentrée. Oui, parce que si les Français, une partie des Français, ou si les patrons peuvent s'entendre sur le diagnostic, sur le moment important de crise de la dette, sur le fait qu'aujourd'hui on a un État qui dépense plus que ce qu'il ne gagne et que donc ça pose des problématiques ensuite après sur l'activité économique. En revanche, le fait d'avoir ciblé des catégories électorales, notamment par exemple les retraités, on en parlait tout à l'heure, il a ciblé les retraités alors que depuis 2022, les retraités votent massivement pour les partis du bloc central, notamment. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Ensuite, après, l'idée qu'il a, je pense, derrière tout cela, c'est qu'il va quand même essayer de jouer un réflexe légitimiste, non pas auprès de l'opinion publique en général, mais auprès des électeurs du bloc central et ou des électeurs notamment qui sont susceptibles d'être intéressés par les Républicains ou par l'offre du Parti socialiste, avec l'idée ensuite après de dire face à, et donc ça regrouperait 30 à 35% de l'opinion publique, face à une potentielle dissolution que peut prononcer le président de la République, eh bien il y a un chemin qui est possible, c'est le chemin de la responsabilité, et ce discours-là pourrait potentiellement séduire un tiers des Français. Mais à part cela, il n'y a pas d'autre explication en termes de stratégie de communication pour François Bayrou. Est-ce que les milieux économiques ont le sentiment que chaque homme politique de haut plan, comme François Bayrou, le premier quinquennat, comme je disais, on avait travaillé dessus, sur sa politique économique, qui est assez... je schématise, vous êtes économiste, vous me direz, mais c'est assez simple, c'est qu'en fait, il a effectivement fait une politique d'offres, donc de baisse d'impôts, donc de baisse de recettes fiscales pour l'État. Or, quand vous faites une politique d'offres de cette manière-là, vous prenez par exemple la politique d'offres qu'a fait l'Allemagne au début des années 2000 sous Gerhard Schröder, vous prenez une politique d'offres faite aux États-Unis, etc., c'est que vous l'accompagnez nécessairement d'une baisse de la dépense publique, parce que sinon, vous creusez un trou important, vous creusez un déficit public, puisque vous avez moins de recettes et vous dépensez toujours autant. Et la problématique d'Emmanuel Macron sur son premier quinquennat, c'est que certes, il y a une politique de l'offre qui peut être bonne, parce que des politiques de l'offre, ça a fonctionné dans certains pays, ça a fonctionné en Allemagne, ça fonctionne parfois dans les pays anglo-saxons, etc. Mais si vous ne l'accompagnez pas d'une politique de baisse de dépenses publiques, alors effectivement, vous allez au-devant d'un grave problème de crise budgétaire. Ouais. C'est mathématique. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la France dépense 57% de son PIB, donc 7 à 8 points de plus que les autres pays de l'OCDE. Si vous faites un calcul, si la France dépensait autant que l'Allemagne, par exemple, que le Royaume-Uni, ou même qu'un pays comme l'Italie, on arriverait à générer 200 milliards d'euros de non-dépenses, donc d'argent en plus dans les caisses de l'État. C'est quelque chose qui pourrait, par exemple, vous permettre soit de baisser les impôts, soit d'absorber votre déficit public. Donc, la problématique d'Emmanuel Macron, c'est que pendant son premier quinquennat, il a fait une politique d'offre, mais il n'a pas accompagné de baisse de dépenses, et donc il n'a pas fait les fameuses réformes structurelles dont vous parliez, c'est-à-dire la réforme de l'action de l'État. Il a essayé de le faire avec le programme Action publique 2022, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout. La réforme, effectivement, des retraites, il n'a pas fait de réforme des retraites compte tenu de la mobilisation qu'il y avait eu, on se souvient de la réforme par points, et d'autres réformes qui sont importantes pour baisser durablement la dépense publique. On a pu entendre dire de la part de certains... Pour être rassuré, encore fallait-il attendre quelque chose de la parole du Premier ministre. Or, c'est ce que vous aviez indiqué dans le reportage qui précédait l'annonce de François Bayrou, c'est que les patrons aujourd'hui se disent que François Bayrou ne sera peut-être vraisemblablement pas le Premier ministre à partir du 8 septembre. Et donc effectivement, ça, en termes de forme sur la parole politique de François Bayrou, elle n'est plus performative en tout cas. C'est-à-dire que ce qu'il dit n'aura pas forcément de traduction concrète pour les patrons, puisque justement, il y a un doute sur sa capacité à être reconduit. Donc ça, c'est pour moi le premier point, c'est sur la forme. Et puis ensuite, après, sur le fond, moi, je retiens ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire le fait d'éviter la guerre des classes, donc ce qu'il avait un peu allumé comme brèche sur TF1, sur le plateau de TF1 hier, c'est-à-dire les boomers contre les actifs. Il dit il ne faut pas de guerre de classe contre classe. Mais en même temps, il a quand même aussi un peu tapé sur les boomers. Oui, un peu. Il tape un peu sur tout le monde. Mais le problème, en fait, la problématique toujours de fond qu'a François Bayrou, c'est qu'en fait, il a donné l'impression aux Français, et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs très clairement, c'est pas qu'une impression, que c'était eux qui étaient les fautifs, que c'était eux qui consommaient de la dépense publique. Or,
ce que disent les Français, c'est pas qu'il y a, c'est pas des problématiques de crise de services publics, etc. C'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt à l'État. C'est l'État qui a été mauvais gestionnaire sur les dépenses publiques. Ce ne sont pas les Français qui font qu'aujourd'hui, on dépense plus, comme vous l'avez dit, dans l'éducation nationale et pour autant que nos élèves sont parmi les moins bons d'Europe quand on compare par rapport au classement PISA. Ce ne sont pas les Français qui ont décidé aujourd'hui qu'on dépense 9% du PIB dans l'hôpital et dans le système de santé et que pour autant, le système de santé n'est pas meilleur qu'en Allemagne, etc. Donc l'idée, c'est plutôt que l'État doit se serrer la ceinture. Ce ne sont pas aux Français de se serrer la ceinture. Je pense que c'est ça aujourd'hui le hiatus. Il a encore des choses à nous dire.